Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs du canal Congo Télévision, amis de l'École du Changement, nous nous retrouvons ce dimanche pour un nouveau numéro de votre magazine. Et vous connaissez tous l'objectif de l'émission, c'est de pouvoir en tout cas nous interpeller, nous Congolais, pour que nous puissions nous rendre compte que plus de 60 ans après notre accession à l'indépendance, le pays est en train de tourner en rond. Nous continuons en tout cas pratiquement à poursuivre notre descente aux enfers. Et pourtant, des pays qui n'avaient même pas le niveau de la RD 160 ont décollé que nous avons reculé pour essayer de réfléchir sur cette problématique. Qu'est-ce qui a changé dans la gouvernance de notre pays, de la RDC 61 avec l'indépendance, après l'indépendance? Nous avons en tout cas le plaisir de recevoir pour vous M. Corneille Moulumba, qui n'est en tout cas plus à présenter, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous rappelle que M. Corneille Moulumba est membre cofondateur de l'UDPS. Il est ancien ministre, ancien vice-ministre du plan, ancien secrétaire national de l'UDPS en charge du plan et de la stratégie. Corneille Moulumba était aussi ancien représentant de l'UDPS en Europe. Bienvenue en tout cas sur ce plateau de l'École du Changement, M. Corneille Moulumba. Bon dimanche, GR. Oui, nous sommes à l'École du Changement et vous êtes membre cofondateur du l'UDPS, le parti actuellement au pouvoir qui s'est battu pendant autant d'années pour le changement. Je ne sais pas, vous étiez au cœur du combat pour le changement à l'UDPS. Dites-nous, vous vous battiez pour quel genre de changement? Nous sommes battus effectivement pour le changement dans les conditions de vie de nos compatriotes, le changement dans la façon de gérer notre pays. Mais je voudrais insister sur le fait que pour le moment, l'UDPS n'est pas au pouvoir. Un de nos enfants, si on peut parler ainsi, M. Félix Tshisekedi, est président de la République, mais le parti UDPS n'est pas au pouvoir. Comment vous pouvez dire que l'UDPS n'est pas au pouvoir et pourtant nous avons des ministres UDPS, nous avons des députés UDPS qui sont dans la majorité gouvernementale? Comment vous pouvez dire ça, Corneille Moulumba? J'ai eu à discuter avec un haut cadre de l'UDPS du Parlement, qui tenait le même langage, qui me dit, bon, nous sommes au pouvoir. Alors je lui dis que non, vous n'êtes pas l'UDPS n'est pas au pouvoir. Et il me pose aussi la question, comment vous pouvez dire ça? Alors je dis, je vais vous poser une question, dites-moi un peu. La dernière fois qu'il y a eu une réunion entre les membres de l'UDPS au gouvernement, la direction politique du parti et les membres de l'UDPS au Parlement, ça remonte à quand? Il me dit, ça n'a jamais eu lieu. Moi, je dis, dans ce cas-là, encore vous êtes au pouvoir. Parce qu'être au pouvoir, c'est mettre en exécution un programme, c'est mettre en exécution une vision. Alors, si vous n'êtes pas ça, alors en quoi est-ce que l'UDPS est au pouvoir? Parce que vous n'exprimez pas dans votre pratique la vision de l'UDPS, parce que le bureau politique, le ministre, les députés, vous ne partagez pas. Le parti ne tient pas des séminaires pour orienter les choses. Alors encore, vous êtes au pouvoir. Vous êtes là, vous faites peut-être de l'argent. Oui, ok, c'est bien pour vous, tant mieux pour vous individuellement. Mais en quoi est-ce que nous autres, qui sommes de l'UDPS pur sang, nous pouvons nous sentir concernés par ce que vous faites à gauche et à droite? Est-ce que vous estimez que l'UDPS n'est pas au pouvoir parce que vous, en tant que cofondateur, en tant que pionnier, les gens se sont battus pendant plusieurs décennies, ont été exclus? C'est ça la raison qui vous pousse à dire que l'UDPS n'est pas au pouvoir? Je pense que je viens d'expliquer quelque chose. Un parti politique, c'est une vision. Un parti politique, c'est un programme de gouvernement. Un parti politique, c'est une idéologie, n'est-ce pas? Alors, si le parti ne tient pas de séminaire, si le parti ne fait pas de congrès, si le parti, je veux dire, les idées concrètes du parti ne sont pas défendues, parce que ceux qui sont au Parlement ne rendent compte à personne, ceux qui sont au gouvernement ne rendent compte à personne, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, quelle politique mène ceux qui sont au gouvernement? Je vais prendre des exemples. L'UDPS s'est battu pour le changement, c'est vrai. Est-ce que vous croyez que si l'UDPS était au pouvoir, nous aurions dépensé 56 millions de dollars pour acheter des maisons préfabriquées pour les militaires, alors que nous produisons du ciment, nous avons des maçons, nous avons tout ce qu'il faut, et nous allons donner du travail à nos jeunes,
et on aurait construit beaucoup plus de maisons que ça avec 56 millions. Vous voyez un peu ce genre de décision là. Mais est-ce que le problème, c'est pas parce que l'UDPS n'a pas pu en tout cas engranger la majorité absolue, la majorité au niveau du Parlement, que l'UDPS est obligé de partager le pouvoir? Non, non, c'est la partager raison pour laquelle la politique qui est faite là, c'est en partie la politique des alliés de l'UDPS aussi. Non, je ne pense pas que les maisons préfabriquées soient la politique même d'une coalition quelconque. L'UDPS, vous pouvez ne pas avoir être majoritaire en nombre d'individus, mais vous pouvez être majoritaire en termes des idées, en termes de la force de vos programmes. Qu'est-ce qu'on fait dans la force de votre discours? En quoi est-ce que, depuis ce temps que vous dites que l'UDPS est au pouvoir, quel est le discours de l'UDPS? Que défend l'UDPS? Vous l'avez entendu, vous, c'est chaque fois des discussions terre à terre, rien de solide. Ça veut dire que l'UDPS, au bout de 40 années de combat, c'est tout un bagage, c'est toute une dynamique. On devrait sentir l'UDPS au gouvernement. On devrait sentir une différence dans une province que gouvernerait l'UDPS. On devrait sentir une différence dans les portefeuilles que dirigerait l'UDPS. Donc, pour moi, je dis que l'UDPS n'est pas au pouvoir, parce que si l'UDPS était au pouvoir, alors on devrait se retrouver de temps en temps, ceux qui sont dans les institutions comme ceux qui ne le sont pas, pour, dans le cadre des séminaires éventuellement, réfléchir sur le programme, réfléchir sur ce qu'il faut faire et comment le faire éventuellement. Et vous aurez senti, même en dehors de ça, les positions prises par le parti. Si le président de la République, puisqu'il est dans une coalition, et par conséquent, son action n'est pas son action de l'UDPS comme telle, mais c'est l'action de la coalition. N'empêche, dans cette action de la coalition, les valeurs de l'UDPS devaient se retrouver, le programme de l'UDPS devait se retrouver, ne fût-ce qu'en partie. Moi, je n'ai pas vu ça. Oui, ok, je vous concède, vous estimez, vous, que l'UDPS n'est pas au pouvoir pour les raisons que vous venez d'avancer. On avance en tout cas dans notre émission, M. Corné Moulumba. Notre problématique, c'est 61 ans après l'indépendance. Qu'est-ce qui a changé dans la gouvernance du pays? Si vous me posez la question de savoir quel bilan, en tout cas, vous pouvez faire de notre gestion du pays, 61 ans après que le Belge nous ait légué ce pays. Non, moi, je voudrais vraiment relativiser les choses. D'abord, je sais qu'on est habitué à se flageller, mais 61 ans, c'est quoi dans la vie d'un pays? C'est pas grand-chose. Ça, c'est un. Deux, dans quelles conditions nous avons acquis cette indépendance et que s'est-il passé? Deux. Trois, est-ce que réellement avons-nous jamais été indépendants? Oui, on a eu la souveraineté, on est reconnu sur le plan international, mais concrètement, est-ce qu'on a été indépendant? Je constate que non. Et qu'est-ce qui démontre qu'on n'a pas vraiment été indépendant? On n'a pas été indépendant. Prenons d'abord posons la question. Quel serait devenu notre pays si le Mumba n'avait pas été tué? Pourquoi a-t-il été tué? Deux, qu'est-ce que serait devenu notre pays si M. Laurent Désiré Kabila n'avait pas été tué? Et pourquoi il a été tué? Jusqu'aujourd'hui, les puissances étrangères désignent pratiquement des personnes dans nos institutions, dans le gouvernement, parfois le président de la République. Vous vous souviendrez de ce qui s'est passé à Genève il n'y a pas si longtemps, vous vous souviendrez de tas d'autres éléments. Souvent, vous souvenez-vous de c'est Kengo qui doit être Premier ministre. Kengo a été quatre Premiers ministres. Pas parce que c'était ce que Mobutu voulait, mais c'était parce que c'était ce que l'Occident voulait, ainsi de suite. Et on a continué comme ça. Et on continue comme ça jusqu'à ce jour. À partir de là, c'est pour ça que j'ai dit moi que le combat le plus important que nous avons amené avant tout, c'est le combat de l'autodétermination. La souveraineté, nous l'avons reconnue. Mais en réalité, c'est pas nous qui... L'Occident intervient dans l'organisation de nos élections. Et par conséquent... Mais M. Corné Moulumba, vous êtes sans oublier que n'est colonisé que celui qui est colonisable, n'est dominé que celui qui est dominable, n'est influencé que celui qui est influençable. Donc, quand vous estimez que il y a certaines nominations, il y a certains dictats du monde extérieur qui déterminent la prise de décision ici, c'est nous-mêmes qui traitons le flanc. Je n'en disconviens pas. Pourquoi est-ce que nous sommes si différents des autres Africains? C'est ça le sens de notre combat. Logiquement, on se serait attendu aujourd'hui, avec, comme vous avez dit, le président de la République qui provient de l'UDPS, on serait attendu à voir la machine UDPS mobilisée pour ce genre de choses. Mais la machine, ceux qui soutiennent, alors, peut-être celui qui est président de la République, l'impose pratiquement de se séparer de son parti.
On dirait, parce que ce n'est pas logique que dans un parti politique où vous avez des grands professeurs d'université, vous avez des hommes expérimentés, des gens qui ont mené le combat pendant tant d'années, que tout ce monde-là, vous ne le voyez pas. C'est significatif. Si vous ne le voyez pas, c'est-à-dire que le président est isolé de ceux qui sont censés l'encadrer réellement pour faire un grand travail pour le pays. Parce que ceux-là ont fait la démonstration qu'ils pouvaient se donner pour le pays, qu'ils pouvaient se sacrifier pour cette population. Et tous ces gens-là, on les met de côté. Ça veut dire que vous avez des forces qui s'interposent. Alors, ça dépend maintenant le président, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute ces forces-là, étrangères, ou bien il écoute les forces intérieures en commençant par la force essentielle qu'il a, mais son parti. Etienne Tshisekedi Wamulumba lui-même avait reconnu à un certain moment que le véritable pouvoir pour l'avoir dans ces pays, ça vient du monde extérieur. C'est pas ça le réel politique. Non, ça n'a rien à voir avec la réelle politique. C'est une erreur grave. C'est-à-dire quand vous acceptez ça, c'est que vous acceptez d'être esclave. L'extérieur viendra tant que, comme vous avez dit si bien, vous lui prêterez le flanc. Je veux dire, l'homme blanc a une logique qui date depuis l'époque romaine et qui dit Homo homini lupus. L'homme est un loup pour l'homme. C'est-à-dire en quelque sorte que vous êtes faible, on vous bouffe. Vous êtes fort, on négocie avec vous. Alors, le travail que nous devions faire était de nous renforcer à l'interne pour que nous puissions traiter avec les autres. Or, ce travail n'a pas été fait. Nous sommes systématiquement affaiblis. Et qu'est-ce qu'il nous faut, par exemple, pour changer un peu ce paradigme de peuples dominés, de pays téléguidés par le monde extérieur? Bon. Comme si l'homme homo homini lupus, c'est-à-dire que le loup va chercher à manger. N'est-ce pas? Il faut que nous, on devienne aussi les loups. Non, il va chercher à manger. Mais nous devons faire en sorte que le loup, quand il nous voit, il dit non, ça c'est un trop gros morceau, je ne peux pas le manger. C'est ça que je veux dire. Je prends un exemple. Nous avons une armée évaluée à plus ou moins 140 ou 150 000 personnes. N'est-ce pas? Et dans un pays qui est l'équivalent de la Belgique, la France, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Luxembourg, la Suisse, tout ça mis ensemble, c'est plus petit que la RDC. Dans un pays comme celui-là, nous avons une arme. Et nous avons les ressources minières les plus recherchées, les ressources naturelles les plus recherchées au monde. Nous ne nous protégeons pas. Nous aurions dû avoir une armée, je ne sais pas moi, de 3 millions de personnes. Pourquoi pas? La Corée du Nord, qui a 25 millions d'habitants, a une armée de 1 250 000 personnes, plus de 5 millions de réservistes. C'est peut-être notre cas. Alors, si nous nous affaiblissons, nous avions un centre de formation de commandos à Kotakoli. Ce centre ne produit plus rien. Nous ne formons pas de paras. Est-ce qu'un pays comme aussi vaste que le Congo peut ne pas avoir de parachutistes, un nombre important, peut ne pas avoir de commandos? Non. Donc ça veut dire que voilà un peu sur le plan militaire, comment créer les conditions pour que personne, pour qu'on craigne un tout petit peu. Mais pour prendre en charge tous ces militaires-là dont vous parlez, il faut avoir suffisamment de moyens. Mais nous sommes incapables de transformer nos richesses potentielles. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas exact. C'est pas exact. Moi, je vais dire ceci. Si nous avons 3 millions de soldats, par exemple, et comme j'ai dit, je propose. Mais nos richesses, c'est quoi? Ce n'est pas seulement les mines. C'est l'agriculture. C'est les mines, d'accord, mais c'est l'agriculture, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce que nous produisons sur le plan agricole? Observez, tout ce que nous mangeons est importé. Mais nous avons fait Bukangalonzo ici, c'est un fiasco. Non, oui, mais un gâchis. Mais c'est un gâchis. Je vais dire ceci. Circulez, vous allez voir, tous les Congolais mangent des cuisses de poulet ou bien de poissons comme dans les Saint-Charles, n'est-ce pas? Et nous avons ici un fleuve, un don de Dieu. Un fleuve long, large, qui détient beaucoup de poissons, sans compter les lacs que nous avons. Nous sommes à ce point stupide que nous ne pouvons pas dans ce pays fabriquer des bateaux de pêche. Comment vous allez acheter un poisson ici à Kinkole, on vous dit $30. Commençons par le chiffre. Dès lors que nous acceptons dans notre pays d'utiliser le dollar comme monnaie, nous sommes déjà foutus. C'est-à-dire que nous nous privons de notre capacité d'agir. Parce que ceux qui travaillent, on les paye avec quoi? On les paye avec notre monnaie. Ce qu'il faut, c'est qu'on fasse pas ce qu'on a connu dans le temps où on imprimait des billets de banque
Une heure après, vous le trouvez sur Kandakanda ou bien sur Oshwe pour acheter des dollars. Si le dollar est interdit sur notre sol, alors les billets qui sont produits, des banques qui sont produits, doivent servir effectivement à ceux qui travaillent comme salaire, les rémunérations, peuvent servir à ceux qui produisent des agriculteurs. Si vous donnez un peu d'argent à quelqu'un qui élève des poules, et que ces poules, lorsqu'elles sont vendues, elles rapportent. Il a un bénéfice, il crée de l'emploi. Si l'argent que vous avez produit, vous payez ceux qui produisent la pêche, quoi que ce soit, il n'y aura pas de problème. Mais nous avons un pouvoir, nous avons notre monnaie, nous avons l'hôtel de monnaie, mais nous utilisons le dollar sur notre sol. C'est une grave erreur, très grave erreur. On se serait attendu, dans le cadre du changement, puisque l'émission est sur le changement, qu'on décide qu'à partir d'ici la fin de l'année, par exemple, il reste 6 mois, le dollar ne va plus circuler sur le sol congolais. Vous venez de l'étranger, à l'aéroport. Oui, mais il n'y a pas que les dollars. Quand vous allez, par exemple, dans les zones frontalières, avec les Congo-Brazza, ou avec la Centrafrique, c'est le franc CFA qui est utilisé. Vous allez dans la frontière avec l'Ouganda, c'est la monnaie ougandaise qui est utilisée. D'accord. Mais vous comprenez très bien que c'est... Ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, non, mais c'est infime par rapport à ce que toute une nation utilise le dollar. Vous allez au marché, vous utilisez le dollar. Partout, vous utilisez le dollar. C'est ça qui est dangereux. Commençons par interdire. Les gens qui font des échanges frontaliers, il n'y a pas de problème. Mais il est aberrant que nous ayons le dollar sur notre sol. Nous devons interdire ça. Ça fait partie des mesures qui devaient contribuer au changement. C'est-à-dire que vous donnez la capacité. Voilà, M. Corné Moulumba, je rappelle que vous êtes membre cofondateur de l'UDPS, vous êtes un ancien représentant de l'UDPS en Europe, ancien vice-ministre du plan, vous étiez aussi secrétaire national de l'UDPS en charge du plan et des stratégies. Avec vous, nous sommes en train de débattre dans le cadre de l'émission École du changement et nous sommes en train de voir qu'est-ce qui a changé dans la gouvernance du pays depuis notre accession à l'indépendance. Mais on note par exemple la classe politique aussi ne permet pas à ce que ces pays se développent. Tout ce que vous déplorez là, le fait que les pays est hyper dollarisé et que nous dépendons de l'extérieur pour par exemple notre alimentation et pourtant nous avons le fleuve et nous avons des terres arables ici, c'est la classe politique dirigeante qui n'arrive pas à changer pratiquement le paradigme dans la gestion du pays. Une autre préoccupation, c'est une classe politique qui est empêtrée dans des tiraillements. On a vu par exemple, déjà dès l'accès à l'indépendance, les forces impérialistes ont utilisé certains compatriotes congolais pour par exemple liquider Patrice Emery Lumumba. Pas plus tard qu'en 96-97, l'AFDEL avec Mouzé Laurent Désiré Kabila est venu avec des forces étrangères et soutenu par certains compatriotes. Même l'UDPS, votre parti, a soutenu l'entrée de l'AFDEL et qui s'est transformé après en une force d'occupation et qui a causé beaucoup de tort au pays jusqu'à maintenant. Oui, je voudrais, à propos de l'AFDL et tout ça, je voudrais vraiment qu'on aide nos compatriotes à comprendre ce qui s'est passé. Vous avez eu le président Mobutu qui était gravement malade, qui avait d'abord accepté la démocratisation. Alors, nous avons très mal joué en tant que Congolais. Au lieu à ce moment-là de profiter de cette nouvelle dynamique-là pour repartir sur de nouvelles bases, on s'est mis à se battre les uns contre les autres de telle façon qu'on n'a pas pu profiter de cette période-là. Entre-temps, Mobutu malade, le temps que nous les Congolais, nous aéros de l'époque, nous le réalisions, à l'étranger où on le soignait, on était déjà au courant que l'État tenait un cancer, ce cancer était métastasé, qu'on n'avait plus pour longtemps à vivre. Ils ont pris de l'avance et ils ont mobilisé le Rwanda et l'Ouganda, donc Kagame et Museveni, pour reprendre la situation en main au Congo. Il y avait l'Angola aussi qui était aussi mobilisé. Les deux là, pour le Congo. Et ils se sont mis en route. Puisqu'ils savaient que les Congolais n'accepteraient pas et que ça ne pouvait pas paraître comme une agression, si le Rwanda, en tant que tel, l'Ouganda marchait ici, ils sont allés chercher M. Laurent Désiré Kabila. Lorsqu'ils sont allés le chercher, eux, ils étaient déjà sur notre sol. C'est pas M. Laurent Désiré Kabila qui les a réunis. Mais il a joué les jeux. S'il vous plaît. Parce qu'il avait besoin d'accéder au pouvoir. S'il vous plaît. C'est pas M. qui les a réunis, eux, ils étaient sur notre sol. Ils ont fait appel à lui. Moi, j'ai rencontré M. Laurent Désiré Kabila en 1982 pour la première fois. C'était à Rotterdam, aux Pays-Bas. Il y avait là-bas le tribunal permanent des peuples. Il y avait notamment des personnes comme
le docteur Émile Ilunga qui vient de décéder ici. Je veux dire, c'est un vrai patriote, un vrai patriote. Ils ont fait appel à lui, ils ont dû le chercher, ok. Il a fait le profil bas. Ils sont avancés. Leur plan était que lorsqu'ils arrivent ici, Maloubache déjà, on l'élimine et le numéro de l'AFDL qui était Deogracias Bouguera prenne la tête et prenne la présence du pays. Mzee a joué le jeu jusqu'à Lubumbashi. Au lieu d'attendre Kinshasa, c'est Lubumbashi qui s'est proclamé président de la République et a désigné, a laissé Bouguera comme secrétaire général de l'AFDL. Maintenant, lui, quand il vient, il compte sur les Congolais qui sont ici, mes compatriotes. Et quand il est arrivé ici, il n'a pas obtenu le soutien des formations politiques ici. Non, mais tu sais que Douamoulumba s'est rapproché de lui. Non, attendez. Pendant qu'il avançait, oui, l'UDPS rencontrait l'UDPS partout, l'UDPS le soutenait et désignait des gens de l'UDPS. Mais une fois arrivé ici, Tshisekedi de son côté, estimant que c'est lui qui avait lutté sur le terrain et que donc c'est lui qui devait devenir président, ainsi de suite, il y a eu ce problème, il y a eu ce flottement qui a fait que lui, il est entouré des étrangers. Il n'a pas pu compter sur les forces locales. Alors avec ça, que s'est-il passé? En fin de compte, on l'a éliminé. Mais le temps, s'il vous plaît, le peu de temps qu'il a passé au pouvoir ici, vous avez constaté quand même les actions qu'il a menées, son discours était un discours constructif, c'était un discours patriotique, c'était des actions patriotiques qu'il menait. Donc, on doit juger l'action pendant qu'il était en place, une fois que les Rwandais n'étaient plus là. Alors, ils ont voulu l'utiliser, lui aussi il en a fait autant. Lui aussi en a fait autant. Et une fois qu'il est arrivé ici, il comptait sur ses compatriotes, et la classe politique en l'occurrence ne l'a pas du tout aidé. Voilà la vérité. Non, mais en fait, quelles que soient les explications que vous pouvez donner, M. Corné Moulumba, le mal était déjà fait. Qu'aujourd'hui, bon, vous vous rendrez compte que nous sommes en plein dans l'infiltration à cause de l'AFDL, M. Corné Moulumba. Non, mais attendez, il arrive. Quand il arrive, vous avez des Congolais qui vont s'allier avec l'étranger pour le combattre. On le combat et finalement on l'élimine physiquement. N'est-ce pas? On l'élimine physiquement. Ceux qui ont soutenu cette guerre-là ont organisé Sun City, n'est-ce pas? Le dialogue là-bas. Et à l'issue de ça, ils ont mis sur place des structures. C'est eux qui ont fait ça. Mais quand ils font ça, à l'approche des élections, sur place, sur le terrain, vous avez un parti politique qui s'est imposé naturellement depuis longtemps, c'est l'UDPS. Et avec son leader, Etienne Tshisekedi. Vous avez vu que les mêmes forces ont fait en sorte que Tshisekedi ne participe pas et que l'UDPS ne participe pas aux élections. Pourquoi? Parce qu'ils étaient contents d'avoir quelqu'un qui était très jeune, qui n'avait pas beaucoup d'expérience, ils comptaient sur lui. Ils ne se sont retournés contre lui que lorsqu'ils ont vu que celui-là aussi, il a relevé la tête et qu'il a commencé à signer le contrat chinois et tout ce qui s'ensuivait. Donc je veux dire que, aujourd'hui pour moi, nous n'avons pas de parti politique. Si je pose la question de savoir depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, depuis la reconnaissance, depuis la transition, combien de partis politiques ont tenu des congrès, vous verrez qu'il n'y a rien. La plupart des partis politiques sont dirigés par leur président fondateur. Donc tout ça nous a affaiblis. Et les changements que l'UDPS aurait pu apporter, c'était notamment de faire en sorte que, de par une loi, d'obliger les partis politiques à tenir des congrès, ne fût-ce que tous les 2 ans, de telle façon que les dirigeants aient à remettre en cause leur mandat, de telle façon que aussi d'autres puissent postuler et créer donc de l'émulation et permettre aux partis de devenir de vrais partis politiques, pas ce que nous avons. Nous parlions des tiraillements, en tout cas, entre politiciens dans la phase politique. On se rend compte que même aujourd'hui, on est dans ces tiraillements. Pendant qu'il y a l'insécurité sur le plan social, on doit cacher comme difficulté. Aujourd'hui, il y a une initiative de Donald Trump, on peut le reconnaître, nous sommes en démocratie, qui voudrait que pour postuler ou pour se retrouver dans ces institutions, il faut être les Congolais, les mains, et ça fait polémique. Il y a même un allié majeur, le chef de l'État, au sein de l'Union sacrée, Moïse Katumbi, qui donne les partis menace en tout cas de pouvoir lier bagage et quitter la coalition au cas où ce
proposition de loi qui est endossée par l'honorable Singhi Kouloulou serait débattue au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, mais moi, je n'ai pas la même lecture de cette affaire-là. Je veux dire que le problème qui s'est posé, pour moi, c'est un problème de communication. On n'a pas communiqué suffisamment autour de cette affaire-là. Et je regrette beaucoup qu'on soit ramené l'affaire à un niveau, je dirais presque enfantin, en ce sens que on personnalise le débat. Ça devient l'affaire de Moïse Katumbi. Ça ne peut pas être l'affaire de Moïse Katumbi. Quel est le problème? Tout à l'heure, je vous ai cité l'exemple de ce que l'Occident, FMI en l'occurrence, a imposé pendant 4 reprises que Kengo soit Premier ministre de ce pays. À l'époque, vous vous souvenez des ajustements structurels. À l'époque, on a fermé tous les salaires, les compagnies maritimes, les Air Zahir, tout ce que tu veux, ainsi de suite. On a réduit les salaires, on a fait beaucoup de choses. Et, souvenez-vous, on disait que Kengo était le meilleur élève du FMI. Mais, interrogeons-nous, le FMI, qui sont les grands contributeurs au FMI? Ce sont ceux qui sont les grands contributeurs qui imposent la politique au FMI. C'est logique. C'est la main qui donne, c'est la main qui commande. C'est-à-dire les États-Unis en l'occurrence. C'est l'Occident ce qui nous concerne. Mais alors, si vous mettez Kengo Premier ministre, que disent Kengo d'être Premier ministre, c'est pour qu'ils travaillent pour eux, pas pour nous. Alors, nous avons aujourd'hui, on vient de nommer un gouverneur à la Banque centrale. Sur recommandation du FMI. C'est une personne qui a travaillé pendant 30 ou 32 ans au FMI. C'est un employé du FMI. Quand vous la désignez gouverneur de la Banque centrale sur recommandation du FMI, mais ça veut dire qu'elle travaille pour le FMI. Donc ça veut dire que le FMI prend en main votre Banque centrale. Si le FMI prend les commandes de votre Banque centrale, expliquez-moi un peu. Par exemple, la politique, je viens de parler ici de dédollariser notre économie. Comment le FMI peut permettre, le FMI financé par les Américains, peut permettre que vous dédollarisiez votre économie, que vous preniez en charge votre... Oui, mais c'est qu'on on revient sur notre préoccupation. Cette affaire est trop importante. Oui. Parce que c'est ça la réalité qu'on doit comprendre dans l'affaire de désigner des personnes des vrais patriotes. Pas c'est un problème de patriotisme. La dame qui est à la tête de la Banque centrale va se trouver obligée de choisir entre les FMI, l'étranger ou les Congolais. Notre rôle en tant que politique congolais, c'est de changer les conditions de vie de nos compatriotes. Et là, nous avons des décisions économiques à prendre. Des décisions qui ne sont pas nécessairement celles que vous trouvez les États-Unis ou les FMI. Revenons à la fête Chani, c'est la même chose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pour prendre les commandes de la RDC, il faut être Congolais de père et de mère. Si vous allez, je prends 2 pays, la Tunisie, l'Algérie, vous avez l'un des 2 pays où il faut être algérien ou tunisien de père et de mère, et votre épouse doit être aussi la même nationalité de père et de mère. Un autre pays va encore plus loin, des 2 va encore plus loin, je ne sais plus lequel très bien. Même votre grand-père et votre grand-mère doivent être de la même nationalité. Notre pays est très fragile. Et là, on veut résoudre quel problème? Je vous réponds. À travers une je vous réponds. Notre pays est dans des situations très fragiles, très complexes. Nous avons la situation en guerre, d'un côté, et nous sommes très convoités par les puissances étrangères. Comme ils ne peuvent pas être là physiquement, ils vont chercher à l'être au travers des Congolais. C'est ce qu'ils ont fait en organisant des rencontres de Genève, c'est ce qu'ils font à gauche, à droite. Donc, le fait de dire, prenons les dispositions pour que ceux qui arrivent soient des gens 100%, donc je veux dire de pères et de mères congolais, c'est-à-dire des personnes qu'il n'est pas possible d'atteindre par une... S'il vous plaît, qu'il n'y ait pas une porte d'entrée, soit par votre mère, soit votre père, d'entrer dans les institutions. Donc, c'est une protection naturelle et normale. Mais vous vous plaignez là qu'il y a, par exemple, l'influence des institutions de Bretton Woods dans la nomination, par exemple, de la gouverneure de la Banque centrale, oui. Mais pendant qu'il y a un Congolais de père et de mère au sommet de l'État. Mais j'en conviens. Je veux dire quoi? C'est Mobutu, Congolais de père et de mère, non, ce n'est pas tout. Sa gouvernance aussi le fait d'être, a posé problème. Désolé. Le fait d'être Congolais de père et de mère,
ne fait pas de vous quelqu'un d'honnête, ne fait pas de vous quelqu'un de compétent uniquement parce que vous êtes de père et de mère. Je veux dire, c'est un argument, ça fait partie des barrières que l'on peut poser, que l'on pose. Ça fait partie des barrières que l'on pose, simplement. Ça ne fait pas de vous telle autre qualité. Parmi les dispositions que l'on prend, il y a celle-là. Il faut qu'au-delà de ça, que nous puissions avoir d'autres éléments de surveillance et de contrôle de qualité pour que quand on arrive à ce niveau-là, ce soit une sélection d'un très haut niveau. Mais la loi tient niveau plus loin. Il disait aussi qu'on est Congolais, on reste Congolais, comment dirais-je, que la nationalité congolaise est irrévocable. Donc vous êtes Congolais, que vous partiez, que vous preniez notre nationalité, vous restez Congolais. C'est aussi très positif. Donc je veux dire que regardons ça globalement, il s'agit simplement de limiter, contribuer à limiter les dégâts. On ne peut pas prendre le risque de continuer à permettre que l'étranger continue à prendre les commandes de notre pays. Nous avons des décisions à prendre pour changer. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Oui. Parce que le pays est suffisamment infiltré, même dans ses services de défense et de sécurité. Oui. Vous vous rappelez, par exemple, il y a James Kabarebe, à l'époque nommé par Mouzé comme chef d'état-major général de notre armée, qui était présenté comme Congolais. Oui. Bosco Ntaganda, comme Congolais, général congolais, mais quand il va à la CPI, c'est retrouve étranger. C'est exact. Bon, au-delà de ce que Tchani propose là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour... Non, moi, en ce qui concerne tout cela, moi je regrette un peu. C'est un des reproches que je fais au président de la République actuelle, du fait qu'il ait négligé les forces qui ont mené l'action politique. Pourquoi? Parce que c'est avec ces forces-là que lui-même est devenu suffisamment fort pour pouvoir combattre cela. Bon, nous sommes dans la vie d'un pays. Quand il arrive, il trouve une situation. Dans la situation qu'il trouve, il y a du positif, il y a du négatif. Tu prends le positif et tu construis au-delà du positif. Tu apportes ce que tu peux apporter. Mais il avait une coalition FCC Cash. La coalition FCC Cash, au sein de la coalition, la FCC était dirigée par quelqu'un qui lui-même avait 18 années de pouvoir. C'est le seul Congolais au monde qui a 18 années d'expérience comme président politique. Donc, quelles que soient ses qualités et ses défauts, il connaît le jeu, il connaît les enjeux et il connaît les joueurs. Il devait le garder de côté. De l'autre côté, il avait avec lui un parti politique qui avait mené la lutte politique active pendant 38 ans pratiquement. Il devait garder avec lui. Avec ça, il avait une certaine force. Lorsqu'il s'est agi de négocier la coalition, quand c'est de la coalition, nous, les pionniers de l'UDPS, on avait fait un mémo qu'on a envoyé aux négociateurs, où nous avions exprimé, voilà ce que doit être, ce qu'on doit se mettre d'accord dans le cas de la coalition. La coalition s'est faite autour d'un programme. Ce n'est pas autour de costumes, vous êtes beau, vous êtes riche. Non, c'est autour d'un programme. Dans ce programme, voilà, c'est un point essentiel. Et dans ce point, nous parlions de la dédollarisation de notre monnaie, nous parlions de l'état de siège de la Communauté de la situation à l'Est, nous parlions d'une série d'éléments qu'on a évoqués ici. Mais on a envoyé pour négocier deux personnes, les deux personnes envoyées à négocier des personnes qui n'avaient aucune compétence, qui n'avaient aucune expérience politique. Alors, en face, on a envoyé des personnes qui étaient elles-mêmes en concurrence parce qu'elles se battaient pour remplacer le président sortant. Du coup, on a fait une coalition sur rien. On s'est contenté de se partager les postes. Alors que si on avait fait une coalition sur un programme précis, voilà, on s'est mis ensemble pour faire ça et si ça. Je comprends bien, M. Corné Moulumba, membre et cofondateur du DPS, regrette la fin de la coalition FCC Cash. Je regrette, parce que pas seulement la fin, parce qu'il y a eu la coalition. À un moment donné, ils ont essayé de renégocier la coalition. On a dit, il faut la coalition. La coalition FCC Cash avait pratiquement 70% de l'Assemblée nationale. Donc, était dirigé par quelqu'un, FCC contrôlait ses troupes, Kabila contrôlait ses troupes quand il était là, il contrôlait ses troupes. Il suffisait, Félix, il avait avec lui un parti politique qui avait une expérience, une longue vie de combat. C'est-à-dire qu'on avait la force nécessaire pour adopter des réformes au Parlement, les faire passer, pour prendre des décisions au gouvernement et les faire réussir. On n'a pris aucune décision, on n'a apporté aucune réforme. Parce qu'on n'a pas négocié
la coalition autour d'un programme. Voilà le problème. Donc je regrette cela. 60 secondes, votre mot de conclusion, parce que nous sommes arrivés à la fin de notre Non, entretien. je pense que le président de la République en place a fait 2 ans et demi, n'est-ce pas? Il en reste encore 2 ans et demi, disons même 1 an et demi. Alors, je pense qu'il faut dès à présent, prendre un certain nombre de dispositions et nous pouvons le faire. Quoi qu'on dise, il y a la majorité au Parlement. Donc, la majorité, quand on a la majorité, c'est pour décider. Alors, décidons. Je l'invite vraiment à demander à ses proches, donc au parti, de battre le rappel de troupes pour se renforcer. S'il compte sur l'étranger n'a fait que l'utiliser pour casser un peu de blé le terrain pour d'autres personnes. Et quand on l'aura pressé comme un citron, ce sera fini, on va le chasser de là. Donc, qu'il se ressaisisse maintenant pour développer une nouvelle force politique pour un nouveau départ. C'est ce qui est le plus important. Merci beaucoup, Corneille Moulouba, membre et cofondateur de l'UDPS, ancien vice-ministre du Plan, ancien représentant de l'UDPS en Europe. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et nous prenons en tout cas rendez-vous avec nos spectateurs prochainement pour un nouveau numéro de votre émission École du Changement. Avec plaisir. Bye et à la prochaine. À la prochaine.